Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7, j'ai la chance, et nous avons la chance de recevoir Daniel Riolo, que vous connaissez, hein. Daniel Riolo, qui a coécrit et qui co-publie KO Football Club. Ça, le titre déjà annonce ce qu'il y a dans ce livre, hein. Le contenu du livre, KO Football Club, histoire secrète du foot français, chez Hugo Sport. Nous en parlons dans 2 minutes. Daniel Riolo est là avec nous. Nous allons évidemment commencer sur Mbappé. Où en est-on avec Mbappé? À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11, vous êtes sur Sud Radio, merci, 0826 300 300, vous voulez interroger Daniel Riolo, n'hésitez pas, faites-le. Daniel Riolo, nous allons parler de votre livre, KO Football Club, coécrit avec Abdelkrim Branin, histoire secrète du foot français, une histoire secrète, le foot français qui tourne aujourd'hui, enfin, on ne parle plus que de ça, qui tourne autour de Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé a envoyé cette lettre révélée par Loïc Tanzi, ancien journaliste d'RMC d'ailleurs, et qui est à l'équipe aujourd'hui, qui a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain pour dire qu'il n'honorerait pas la potentielle saison prévue dans son contrat. C'est pas la saison prochaine, la saison d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vraiment décidé à partir, selon vous? On est là face... Ou ça veut dire qu'il met le Paris Saint-Germain devant le fait accompli en disant au Paris Saint-Germain, il faut qu'on négocie pour une éventuelle prolongation de contrat. Je ne crois pas à cette dernière option. On est là face à des gens qui s'opposent et qui ont une approche du foot et des contrats complètement opposée. Oui. Vous avez d'un côté Mbappé qui au final dit quelque chose de très très simple. Vous m'avez proposé un contrat l'année dernière, vous avez absolument voulu que je reste au club et je suis resté au club. On a signé un contrat et dans ce contrat, il y avait la possibilité d'une année supplémentaire en option. Et j'ai jusqu'au 31 juillet de cette année, 2023, pour la lever. Lui dit, et il n'y a pas de raison d'en douter, et quand bien même ce ne serait pas vrai qu'il l'ait dit l'année dernière, qu'il n'avait pas du tout l'intention de prendre cette option, il l'annonce maintenant, il dit « je ne lèverai pas cette option ». Mais c'est une possibilité puisqu'elle m'est offerte par le contrat. Donc je ne prends personne de court, c'est dans le contrat. Face à lui, vous avez des gens, les Qataris, qui sont dans un management un peu particulier, mais qu'on peut, pourquoi pas comprendre, qui est un management de l'affect. Oui. Qui en gros se disent, bon, le petit Kylian, l'année dernière, on lui a tout donné pour qu'il reste. La maman, elle est venue à Doha. Bonjour madame, au revoir madame, votre fils aura ce qu'il veut. On va lui construire une équipe autour de lui. C'est lui le patron maintenant. Il est beau, il est frais, on mise tout sur lui. Résultat, l'année dernière, promesse à moitié tenue, puisque l'équipe n'a pas été formidable et ça a été une année absolument terrible sur le terrain. Mais eux, ils se sont dit, voilà, à partir du moment où on donne tout, où l'argent achète tout, puisque c'est leur mode de fonctionnement, eh bien Mbappé, forcément qu'il va la lever, l'option. Puisqu'on est tellement gentil avec lui que lui va être gentil avec nous. Et que l'argent achète tout. Sauf que lui... Ça veut dire qu'Mbappé leur dit non, l'argent n'achète pas tout. Oui, il leur dit ça, mais dans un sens... en fait, il faut comprendre que les joueurs de foot aujourd'hui, et Mbappé en particulier, leurs idoles et leur monde de fonctionnement, et ça, nous, on a peut-être du mal avec ça, à comprendre ça. Il y a une sorte de gap culturel. Eux, leurs idoles et leur mode de fonctionnement, c'est la NBA. Ouais. Les footeux, en Europe, ils font rêver tout le monde. On est bien d'accord, Jean-Jacques? Oui, c'est vrai. Eux, qui les fait rêver? La NBA. Pas nous. Non. Pas Jean-Jacques Bourdin, pas Daniel Riolo. Non, la NBA. Ouais. LeBron James, pour les plus anciens, Kobe Bryant, toutes ces stars. Et eux, leur mode de fonctionnement, c'est ça. Il y a un contrat. Le club, s'il veut me vendre, je mets dans mon contrat que ce sera moi qui aura le droit de choisir le club. Et pourtant, j'ai une option, donc la close player, ils appellent ça en NBA, qui est le contraire de la team player, où c'est l'équipe qui peut choisir de lever l'option par rapport aux joueurs. Voilà. Mbappé, il a tout était clair. Sauf qu'effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre ça. À tel point que, peut-être également que l'opinion... Et le public français et européen est peut-être pas complètement prêt à comprendre cette mentalité-là. Et c'est pour ça que si jamais il devait rester au PSG, parce que le PSG n'arriverait pas à le vendre, même s'ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour s'en débarrasser, il n'est pas exclu qu'au mois d'août, à la reprise du championnat, il soit sifflé au Parc des Princes. Lui pourra toujours dire « Mais moi, c'est mon contrat, mais moi, j'ai rien fait de mal. » Mais nous, on est encore attachés un peu à l'affect. Oui, je comprends très bien. Mais il y a un autre élément
deux éléments. Le départ de Benzema, qui a peut-être influé sur l'envoi de cette lettre. À mon avis, la lettre était rédigée avant et la réflexion avait commencé bien avant le départ de Benzema. Je parle de Benzema et du Real, du rapport avec le Real. Et puis, il y a un autre élément. Il va avoir 25 ans. 25 ans. Il change. C'est plus le gamin. On a toujours dans l'idée... on pense toujours à Mbappé à 19 ans, 20 ans. Mais moi, encore une fois, là, quand vous parlez, je l'ai beaucoup entendu ça. Oui. Benzema est parti. Je pense que là, on est encore dans une réflexion, dans un affect que je suis pas sûr qu'ils ont. Lui, sa carrière, c'est écrit. Il sait qu'il veut aller au Real. Oui. Et pour lui, c'est pour ça qu'à la cérémonie de l'UNFP, il a dit... il a décidé d'aller au Real, vous pensez ? Je pense que c'est ça, c'est son projet de carrière. Et tout est écrit dans sa tête, c'est que les choses sont claires. Et comme il est clair, et d'ailleurs il l'a dit à la cérémonie de remise des prix de l'UNFP il y a un mois, mais moi l'année prochaine je suis au PSG, parce que lui il se dit j'ai un an de plus au PSG, je pars comme mon contrat l'autorise dans un an, je fais les JO. Je fais les JO. Parce que ça a l'air d'être une raison d'État de faire les JO, puisque on rappelle, les ministres s'en mêlent, tout le monde se mêle de cette histoire. Et après, je pars au Real. Sauf que là, lâche, parce que le club ne veut pas qu'il parte gratuit à la fin de la saison prochaine et ils vont essayer de le vendre dès maintenant. Oui, mais enfin, si lui ne veut pas partir, il restera. Le club ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça va être très compliqué. Ça peut donner une année un peu chaotique où, je le répète, le public peut le prendre en grippe en disant ce que tu fais, c'est pas bien, tu te comportes pas bien. Lui aura beau rétorquer, mais moi, j'ai rien fait de mal. Moi, j'ai menti à personne, j'ai un contrat. Bien sûr. Mais je pense que ça peut être mal compris parce qu'on n'est pas encore habitué à ces modes de fonctionnement. Bon, on va parler du football français. Un mot de Benzema. Que s'est-il passé, parce que vous en parlez dans votre livre, que s'est-il passé à la Coupe du Monde avec Benzema ? Moi je pense comme lui d'ailleurs... Est-ce que c'est Didier Deschamps ? Didier Deschamps n'en voulait plus ou pas ? Moi je pense qu'il n'en a jamais réellement voulu de son retour. À un moment, quand l'équipe de France a été un peu moins performante, avant l'Euro, il s'est dit on va le rappeler et on verra bien à l'Euro ce qui se passe. L'Euro s'est pas bien passé pour les Bleus, mais Benzema est un des seuls qui a su tirer son épingle du jeu en étant un peu supérieur. Il y a eu beaucoup de calculs dans la tête de Deschamps au moment de rappeler Benzema. Je suis pas convaincu que tout le monde dans le groupe était ravi de son retour. Ça, j'en suis intimement convaincu. Ils sont allés à la Coupe du Monde. Ils ont préparé la Coupe du Monde. Après, ça devenait un petit peu difficile suite à cet Euro de se passer de Benzema parce qu'il a encore tout cassé avec son club. Il a même décroché le Ballon d'Or. Bien sûr. Donc, on avait quand même le meilleur attaquant du monde. C'était difficile de s'en passer. Ils arrivent à la Coupe du Monde. Il avait un petit peu cette blessure. Lui avait envie de la soigner comme il l'entendait, et comme il a l'habitude de bosser au Real. Les Bleus ont dit on va faire comme nous on veut. Je pense qu'ils ont trop forcé sur sa reprise. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui est assez proche de Benzema, c'est Samir Nasri qui était intervenu sur Canal+ pour dire quelque chose qui ressemblait à ça dans une émission un peu avant le début de la Coupe du Monde. Et au moment où ils ont forcé pour le faire revenir en forme avant le premier match, sa blessure s'est aggravée, sauf que tous les examens médicaux montraient à ce moment-là qu'il aurait largement pu revenir pour au minimum les quarts de finale. Je pense que se priver de Benzema pour un quart, une demi et une finale, c'est un peu hasardeux, mais là où on peut pas en vouloir à Deschamps, c'est que c'est pas la première fois dans l'histoire du foot qu'on se passe d'un joueur hyper fort parce qu'on estime que pour le groupe sa présence n'est pas positive. Sauf que je pense qu'on nous a menti. Je pense qu'on nous a un peu fait tourner en bourrique et qu'on nous a pas dit la vérité. D'ailleurs, je pense que la façon dont Benzema est parti et la façon dont Benzema a communiqué, vous savez qu'il a une façon un peu énigmatique de communiquer sur les réseaux sociaux, menteur, là, le personnage qui disait ça. Et je pense qu'une communication un peu claire aurait été meilleur, mais lui, il voit pas les choses comme ça. Puis maintenant, il est parti loin. Daniel Riolo, il y a cette affaire Benzema, mais on vit tellement de passion dans le foot, on vit tellement le nez sur le guidon qu'on voit pas globalement ce qu'est le foot français aujourd'hui. Le titre est révélateur, évidemment, KO Football Club. On a eu quand même l'affaire Pogba, l'affaire, vous en parlez dans votre livre, l'affaire Diallo-Amraoui dans le foot féminin. On a eu les scandales, la Fédération française de football. Auparavant, on avait eu Benzema, Valbuena. Enfin bon, mais il va pas très bien ce foot français quand même, franchement.
dans son fonctionnement. J'ai presque non envie de vous dire que c'est un peu comme dans tous les lieux d'argent et de pouvoir. Finalement, il y a par an certainement plus de livres qui sortent autour des scandales en politique que de foot. C'est vrai. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des affaires, puisque justement, on en a fait un livre. Et vous savez, au départ, avec Abdelkrim, on s'était dit... L'idée première était de s'intéresser aux entourages, parce qu'il y a eu une mutation assez grande, et les enquêteurs qu'on rencontrait disaient le banditisme est en train de s'emparer du football. Alors attention, c'est pas complètement nouveau, il a muté, mais c'est pas nouveau, parce que dans les années 80, le banditisme corso-marseillais était proche de beaucoup de clubs et mettait son nez dans les transferts, ça existait. Il a muté maintenant, où on a ce que les enquêteurs appellent un banditisme de cité, où certaines personnes se sont dit c'est presque moins dangereux que le trafic de stupes. On fait de l'exercice illégal de la profession d'agent, on met un coup de pression à un entraîneur, on prend un avocat mandataire sportif pour signer les contrats, et puis nous, frères, cousins, oncles ou amis d'enfance, on s'improvise agent. Ça donne, dans l'excès ultime, l'affaire Pogba, où finalement c'est une affaire de famille qui a mal tourné, avec des amis d'enfance qui se sont retournés contre la star en le disant dis donc, la protection qu'on t'a accordée pendant 10 ans, il va falloir passer à la caisse maintenant. Et je pense que vous connaissez... Ce que le terme signifie de protection, c'est souvent lié un peu à des systèmes mafieux, les systèmes de protection. Donc ça, c'est l'une des affaires dont on parle, cette affaire Pogba. On a l'affaire Amraoui Diallo, qui est là carrément une agression en bande organisée comme entité, pour de la rivalité sportive. Ça, on n'avait jamais eu un tel mobile. À tel point que les enquêteurs, quand ils ont commencé sur ce dossier, ils se sont dit c'est trop bête, ça peut pas être ça. Ça peut pas être parce que deux joueuses jouent dans les mêmes équipes, équipe de France et PSG, au même poste, ils vont pas en venir à se taper dessus pour ça. Eh bien si. Finalement, l'enquête a démontré que c'était à cause de ça. Une rivalité sportive. Mais j'en reviens à ce que je vous disais. On pouvait pas en rester simplement à l'entourage, à ce banditisme de cité, parce que dans le même temps, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, la Fédération française de foot, elle s'est crue tout permis à un moment. Le succès 2018 Coupe du Monde lui a fait tourner la tête. Ils sont tous partis en vrille. Harcèlement sexuel, harcèlement moral et audit quand même du ministère des Sports. C'est la première fois. Parce que des démissions de présidents de fédé, on en avait eu, mais pour des catastrophes sportives. Naïsna, France-Bulgarie 2013. Mais on n'avait pas eu de démission pour des affaires de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Là, on était en plein là-dedans. Et cet audit a confirmé tout ce que les journalistes avaient dit. Et Noël Le Graët a été poussé dehors quand même. Poussé dehors. Un mot quand même. Je regardais et vous le racontez dans votre livre. Les clubs les plus valorisés, les clubs professionnels, dans tous les sports confondus, les plus valorisés. Le Real n'est que 13e club le plus valorisé dans le monde, loin derrière les clubs de NFL et on parlait de NBA tout à l'heure. Ce sont des franchises qui effectivement brassent beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'on n'en arrivera pas un jour à, je sais pas, à ce que le foot soit organisé en franchise, par exemple en France? Pas en franchise, mais les tentatives qu'il y a en ce moment de créer une sorte de championnat qu'on appelle d'un terme générique Super League en Europe pour justement rivaliser avec les grosses entreprises de sport. Et notamment en Europe, où les Anglais écrasent tout avec des droits télé qui sont exorbitants par rapport aux autres pays en Europe, ce qui fait qu'ils peuvent monopoliser les moyens financiers et les joueurs. À un moment, pour équilibrer tout ça, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Américains. Équilibre sportif, pardon, mais la NBA nous montre un exemple. Équilibre sportif, équilibre financier. Exactement. Et équité sportive. C'est-à-dire qu'au départ, n'importe qui peut être champion. Alors que chez nous, dans notre championnat, on sait déjà qui est le champion. Le seul truc qu'on n'acceptera pas en Europe et que moi personnellement j'accepte pas, c'est dans ce système de franchise, c'est la Super League fermée. Parce que je trouve que notre tradition, celle pour laquelle je me bats en tout cas, c'est l'accession et la descente et l'accession qui crée un suspense et qui fait que tout le monde a sa chance. Parce qu'une fois que vous allez fermer... Oui, mais il faut que celui qui accède ait les mêmes moyens que les autres. Celui qui accédera aura dans le partage des revenus la chance de s'en sortir. Mais avec une accession, vous y seriez favorable? Oui. Ah oui, moi je défends. Moi aussi. Aujourd'hui, très honnêtement, le système UEFA, la réforme proposée par Séphérine, qui en plus, très honnêtement, quand on parle de système mafieux, l'UEFA aujourd'hui, ce qu'ils ont fait au club italien de la Juventus, en les menaçant d'exclusion de Coupe d'Europe s'ils ne renonçaient pas au projet Super League, les menaces également exercées contre le FC Barcelone pour les mêmes raisons.
on n'est pas dans quelque chose de très très sain. Et aujourd'hui, l'UEFA va continuer avec ses clubs qui vont largement dominer la Ligue des Champions. C'est pas très bon pour le foot, oui, et notamment le foot français, qui est toujours le même club, ou qu'il y ait les 4 ou 5 mêmes clubs qui toujours se battent pour le titre de champion de France, et toujours les mêmes qui se battent pour ne pas descendre. La Champions League, celle qu'on regarde tous les mardis et mercredis à la télé, c'est une Super League qui dit pas son nom. Mais exactement. On nous vend des surprises, il y en a de temps en temps, mais on sait très bien on sait très bien qu'il y a un ticket d'entrée pour jouer les 8e de finale qui est à 200-250 millions de budget. Que les équipes qui atteignent les quarts de finale, on passe à 300-350. Et c'est pas parce que il y a de temps en temps une surprise, comme en 2020, l'Atalanta Bergame qui est allé un peu plus loin, ou l'année d'avant, l'Ajax Amsterdam qui est allé un peu plus loin. Ces exceptions ne confirment pas la règle qui veut que ce sont toujours les clubs les plus riches qui vont loin en Ligue des Champions. Merci d'être venu nous voir, Daniel Riolo, avec Abdelkrim Branin. KO Football Club à lire, évidemment, chez Hugo Sport. Histoire secrète du foot français, c'est rempli d'anecdotes et c'est un vrai travail journalistique. Merci. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Merci, à bientôt Daniel. Il est 12h27, André Berco.